tout de suite notre camarade Picou sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pib. L'émission à laquelle consacrée à l'école de Pontoise. Eh bien, notre camarade Picou va vous lire une lettre de Ludovic Piette à Camille Pissarro. Vous voyez, Ludovic Piette qui était exposé donc au musée de Pontoise. Et voilà, et donc Piquécou et moi-même avons beaucoup aimé ce peintre qu'on découvrait. Et Piquécou, comme toujours, a voulu chercher plus loin la petite bête qui se cachait derrière tout ça. Et elle a trouvé une correspondance entre Piette et Pissarro vraiment intéressante, passionnante, dirais-je même, de la vie de Piquécou. Non, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup aimé son boulot. On l'a légèrement évoqué, rapidement évoqué la semaine dernière. Et d'ailleurs, on avait vu que Pissarro avait appelé un de ses fils, justement, Ludovic, en hommage un peu à son ami de toujours. Et là, donc, Ludovic Piette, il lui a 37 ans et il commence en 1863 avec Pissarro une correspondance, en fait, qui va durer 14 ans, jusqu'à ce que Ludovic, meure. Et en fait, c'est une correspondance intéressante parce qu'elle commence dans l'histoire de l'art avec les débuts de l'impressionnisme. Et en toile de fond, on a le contexte politique avec la guerre de 1870 et la Commune. Et ça, ce sont deux thèmes qui seront récurrents dans les échanges épistolaires entre ces deux peintres et amis. Et leur correspondance a été achetée à suite par un Américain et elle est conservée au musée de Pontoise par l'association des amis de Pissarro. Et elle est en libre accès sur Internet, donc j'ai pu effectivement parcourir ces lettres. Alors j'ai choisi pour commencer la première lettre qui est dans ce recueil. C'est la deuxième quinzaine de mai 1863 et Ludovic donc écrit à Pissarro. On n'a pas les lettres de Pissarro à Ludovic, on a vraiment que la correspondance de Ludovic. Mon cher Pissarro, vous avez dû voir avec surprise que je me trouvais exposé, car je vous avais annoncé le contraire. C'est cette canaille de Deforges qui est en cause. Il m'a écrit que l'on faisait cette exposition des refusés et me demandait s'il devait ou non me retirer. Lui ayant écrit l'affirmative, je suis très surpris qu'il ne l'ait pas fait. Je dois vous remercier de la cordialité avec laquelle vous vous êtes empressé de m'annoncer la bonne opinion de Courbet sur mon tableau. En faisant la part de l'occasion saisie par Courbet de pester contre l'Institut et la hausse qui s'en est suivie dans son estime, je ne reçois pourtant pas sans une légère résurrection de mes espérances anciennes cette opinion d'un homme compétent. Vous avez lu sans doute l'amusant article du journal Martinet sur les refusés. Il faut bien rire parce que c'est drôle, mais c'est malheureux d'être exposé au coup de pied de l'âne. Dire que par ma paresse d'interdire à Martinet de m'envoyer dorénavant son estimable journal, je me vois forcé d'être encore un an son abonné. Avez-vous vu cet idiot qui ne songe qu'à flatter Ingres, l'Institut et à gagner de l'argent, exposer les tableaux des gens célèbres au lieu de cette hospitalité offerte, dit-on, aux illustres méconnus. Quel tartuffe ce Martinet. Alors une petite note précise que Martinet donc était directeur gérant du Courrier artistique et également le fondateur du Cercle de la Société nationale des beaux-arts. Et que Ingres était donc un artiste sociétaire qui était fréquemment exposé. Ah, cher Pissarro, irais-je vous serrer la main? D'ici une quinzaine, je me déciderai à secouer ma torpeur, et si je vais, comme je vais vous prendre au collet et vous emballer, si je suis le plus fort, et si mon bras déjà affaibli par l'âge retrouve un peu de sa vigueur d'autrefois. Et dire que malgré tout ce courage, on m'écrivait il y a quelques jours, j'ai montré vos fleurs, 12 tableaux à des personnes sérieuses et à des marchands. On les a trouvés bien. Malheureusement, il n'y a probabilité de les vendre à aucun prix. Si vous faisiez du paysage. On ajoutait que je me servais trop de blanc, que je faisais trop pâteux, que je composais mal, que mes tableaux étaient désagréables. On m'avait déjà dit, si vous faisiez des marines. Je vous demande un peu, comme les amateurs se disputeraient mes marines et mes paysages. Ce serait comme aux ventes de Martin, il n'y a pas de marchand. Puissiez-vous, mon cher Pissarro, avoir plus de chance. Les bourgeois de Paris achètent encore. Ils ne ressemblent pas à ces idiots de gens riches qui habitent ce pays. Pas un tableau, pas une statue ou un buste à la ronde. Aussi béotien que le paysan, aussi ignare. Chevaux, voitures, chiffons pour les dames quand vient la saison, voilà les graves occupations de cette classe éclairée de la population française. Quand reviendra donc une bonne résolution? Chaque bourgeois devrait être forcé à perpétuité d'acheter au moins 2 tableaux par an aux artistes. Et comme j'en brosserai. Mettez-moi vite dans votre poche, je bavarde, je vais devenir pour quelque temps comme un homard silencieux. Pardonnez-moi donc mon verbiage. Adieu cher, je vous serre la main. Piette.
Ma femme vous remercie de votre bon souvenir. Êtes-vous bien placé au salon ? Voilà une des premières lettres. Après, donc, il y a pas mal de lettres aussi. Donc, il y a effectivement ce contexte politique avec la guerre de 1870 et la Commune. Et on voit qu'au moment de la Commune, voilà ce que Piette écrit le 2 avril 1871. En fait, il s'inquiète un petit peu de l'absence des loyers et ça le met un peu mal à l'aise. Et après, par contre, donc même si là, il est un petit peu en retrait par rapport à la Commune, on voit quand même que début juin 71, il écrit « Mon cher Pissarro, que voici longtemps que je voulais vous écrire, mais cela n'est plus possible. Je suis culbuté, ahuri, plus moyen d'avoir sa tête, et puis que dire que vous ne sachiez que mieux que moi. Triomphe de Versailles, réaction, pendaison, envoi à Cayenne, etc. » Voilà. Dans la dernière, il s'indigne donc des répressions de la Commune. Triomphe de la Commune, intervention des républicains qui veulent aller lentement, selon le proverbe italien « Ci va piano va sano ». Enfin, faudrait mieux la mort et la guerre prussienne. Nous étions moins malheureux au temps des désastres du Mans et de Beaumont. L'espoir nous restait maintenant. Qu'y a-t-il à l'horizon ? Donc c'est une correspondance qui est assez dense. C'est dommage qu'on n'ait pas les lettres effectivement de réponse de Pissarro. Et on voit souvent que Ludovic Piette était en attente de la visite des Pissarro. Il habitait Montfaucon et Pissarro promettait toujours qu'il allait venir. Et il avait des soucis avec la santé de ses parents. Donc voilà, c'était pas si simple de tenir ses engagements. Oui, surtout que Pissarro, question rendez-vous, tu sais, il était un peu folklorique. Hein, ouais, on avait vu qu'avec sa femme, c'était pareil. Elle lui reprochait souvent de ne pas prévenir quand il revenait. Oui, voilà, c'est ça, il flottait complètement de ce point de vue-là, en tout cas. Moi, j'ai eu un ami comme ça, enfin, il est toujours vivant, en Irlandais, et il arrivait avec 2 heures de retard à un rendez-vous, il s'étonnait que la personne à qui il avait donné le rendez-vous était plus là, quoi. Alors on lui disait, mais Etienne, elle est partie il y a 1 heure. Oh, ben, enfin, il était ahuri, il comprenait pas. Il était toujours, encore 2 heures, ça va, c'est relativement, mais ça pouvait être 3, 4 heures, ou pas du tout, quoi. Voilà, et il était toujours étonné que ces rendez-vous se soient carapatés, voilà. On a toujours au bord des lèvres des mots qu'on ne dira jamais, au cœur comme une plaie ouverte qui ne veut pas se refermer. Il y a des choses que l'on a faites et dont on garde le secret. Elles sont gravées dans votre tête, on ne peut plus les effacer. On garde au creux de la mémoire des amours inachevés et l'amertume d'un espoir qui ne s'est pas réalisé. Et puis l'on a fait des promesses que l'on n'a pas vraiment tenues. Il nous reste encore des caresses qui peut-être seront perdues. On avance, et au poids de la vie s'ajoute le silence des manques, des oublis. On avance, de regrets en regrets, et c'est tout ça, je pense, qui est lourd à porter. Que ce soit en vers ou en prose, crier dans la pierre ou le marbre rose, taillé dans le bonheur ou la souffrance, aimer, c'est notre seule délivrance. Créer, et toujours au-delà des mers, ces ports que l'on n'atteindra plus, ces guerres qu'on a eu peur de faire, celles que l'on a faites et perdues, ce temps passé en vaine quête, auquel pourtant l'on croyait, ces nuits à refaire la planète dans des vapeurs alcoolisées. On avance, là-bas sur le chemin, la lumière qui balance déjà marque la fin. On avance, les parents, les amis nous escortent
en silence avant qu'on vous oublie. Que ce soit en vers ou en prose, criez dans la pierre ou le marbre rose, taillez dans le bonheur ou la souffrance. Aimer, c'est notre marque de puissance. Créer sur le papier ou sur la toile, jeter ce qui ronge et qui vous fait mal. Hurler dans les déserts chauds et arides, lancer le cri de tout ce mal de vivre. Créer quand vous honore ou vous condamne, osez qu'on vous bénisse ou qu'on vous donne. Créer. C'était Georges Chelon, Créé. Oui, vous écoutez Radio Libertaire, hein. La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. À l'écoute à Racaille, qui blablate sur l'école des Pontoises, une école qui n'existe pas que dans nos têtes à nous. Et on a créé une école, l'école de Pontoise, avec Pissarro, ses fils et tous ces gens dont on vous parle maintenant. Et Ludovic Piette en fait partie. Dominique Piquet-Cou, Esther vous a dit quelques mots sur sa correspondance, et moi je vais vous dire quelques mots sur sa vie. Ludovic Piette, même s'il n'a jamais résidé à Pontoise, c'est ça le paradoxe, l'âme de Ludovic Piette reste à jamais attachée à la commune, oui, parce que s'il y a jamais résidé, il a fait beaucoup de peintures sur Pontoise. Aujourd'hui, une rue, une école porte le nom de ce peintre impressionniste du 19e siècle qui a poussé ses premiers glapissements en 1826 et son dernier paix en 1878. Voilà. Il paraît qu'on pète quand on meurt. Bon, j'en sais rien, je l'ai inventé, mais c'est peut-être vrai en plus. Plusieurs de ces toiles continuent de fasciner de nombreux visiteurs au musée Camille Pissarro, dont moi, et dont Piquet-Cou, dont moi. Voilà. Il y en avait 3 ou 4, hein, 3 ouais. grands formats au moins. Oui, c'était sur le marché, les trucs de foire, etc. Dans toute l'histoire de la peinture de paysage, il en est fait le seul, avec son grand ami Camille Pissarro, à avoir restitué avec autant de précision et de sensibilité la vie quotidienne à Pontoise. Ben, qui devait être la même vie quotidienne à Mantes-la-Jolie, qui devait être la même dans toutes les petites villes de province, les bourgades, voilà, les jours de marché, à part les costumes, et encore, ça devait vraiment se ressembler. Voilà. Donc c'était un complice de la vie rurale en même temps. Je trouve que c'est sympa, complice de la vie rurale. Les premiers signes de talent du père Piette apparaissent en 1852. Voilà, il a 16-17 ans. Quoi, voilà. Les ateliers de peinture des réputés Pils, ils sont réputés à cette époque, mais nous on ne connaît pas, il faudra qu'on s'intéresse un peu plus à ça. Thomas Couture et le père suisse lui ouvrent alors leurs portes à Paris. Il expose pour la première fois au prestigieux salon de peinture et de sculpture de 1857, à l'occasion duquel le musée de Rouen lui achète une toile, l'épine fleurie. Parce que c'est ça, parce que moi j'ai marqué l'épinerie, ça veut rien dire. Les années suivantes, Badinguet lui commande une œuvre pour les appartements de l'impératrice Eugénie, et le roi Guillaume Ier, roi de Prusse, acquiert son apparition des sorcières de Macbeth par son château de Sans Souci. Ludovic Piette devient une personnalité en vue. Là, il me semble moins sympathique. C'est bizarre. Pourquoi? Donc, enfin, c'est un artiste, il faut qu'il vive. Hein. Bon, enfin, vivre refourguer du boulot à Badinguet et puis au roi Guillaume de Prusse, merde alors. Bon, à 36 balais, l'artiste niortais est atteint d'un cancer. Hein, c'est jeune, hein. Bon. Il séjourne alors plus souvent dans le domaine agricole familial de Montfoucault, sur la commune de Meilleraye, dont il deviendra le maire. Au contact de Manet, qu'il a toujours admiré, de Camille Pissarro, avec lequel il noue une amitié indéfectible à partir de 1860, il participe aux premières expositions des impressionnistes. Ses gouaches et ses aquarelles en font un paysagiste réputé, dont les ventes rencontrent toujours un vif succès à l'hôtel Drouot.
Dans chaque œuvre, Ludovic Piette est l'observateur attentif de la réalité sociale du monde rural. Ouais, moi, c'est ce qui m'a séduit dans son travail. Voilà. Et en même temps, c'est un travail qui a une lumière étonnante. On croit que la peinture, elle sort de l'atelier, qu'elle vient d'être peinte. C'est frais, c'est chaud, c'est en même temps frais et chaud. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très blanc, hein, ce qu'apparemment on lui reprochait de prendre trop de blanc. Et effectivement, il y a une clarté incroyable. Incroyable, voilà, c'est ça. Et alors en même temps, on voit comment les gens étaient habillés, on voit tout. Vous voyez parce qu'il y a un nombre de personnages incroyables dans ces peintures, ces grandes peintures, la foule des marchés, quoi, les badauds, les vendeurs, etc. C'est vraiment ethnologiquement parlant, hein, c'est intéressant aussi. Voilà. Il découvre assez tardivement la belle ville de Pontoise, cette capitale royale, comme on vous le disait la dernière fois. Voilà. En 1874, à l'occasion de l'enterrement de Minette, une des filles de son fidèle ami Camille Pissarro. Bon. Son esprit ne peut s'empêcher de rester focalisé sur le caractère vivant du centre-ville ou sur la tranquillité du quartier de l'Ermitage, où Pissarro réside depuis 1866 à la Maison Rouge, je pense. Oui. Mais il a habité à plusieurs endroits. Dans plusieurs endroits, oui. Oui, c'est vrai que même aujourd'hui, le centre-ville, ça fourmille. Oui, bien sûr. La commune l'inspire et il fera des séjours fréquents au crépuscule de sa vie. Sur ses peintures pontoisiennes, exposées quelques mois avant sa mort lors de la 3e exposition impressionniste de 1877, il fait de la lumière l'élément essentiel et mouvant de sa peinture. Voilà, c'est ce qui nous a frappé, nous. Les scènes qu'il reproduit constituent des documents rares de la vie pontoisienne après la guerre de 1870, de véritables portraits d'une ville dont le charme semble avoir traversé le temps. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est exactement, on aurait pu l'écrire, ça. Pas de nous, mais on aurait pu l'écrire. Bon. C'est ce qui nous a séduit, en tout cas. Ouais. Voilà, au fil des années, le musée Camille Pissarro de Pontoise, où on a vu ses œuvres, a acquis des collections dédiées aux paysagistes. Ainsi, le musée expose aujourd'hui un ensemble d'œuvres et d'archives comprenant des toiles de Camille Pissarro, de son fils Lucien, de Georges Manzana et de Ludovic Rodot. Georges Manzana et Ludovic Rodot, c'est ses fils aussi, mais aussi de Charles-François Daubigny. J'adore Daubigny. Il y avait un très beau Daubigny dans la première salle là sur la gauche, justement un très beau paysage avec des verres denses, enfin gais. Je sais pas, j'étais vraiment très très joli. À Daubigny, c'est très très gai. Voilà. D'Armand Guillaumin qu'on aime bien aussi, de Paul Signac bien sûr. De Louis, Paul Signac, c'est middle, parce que c'est un pointilliste, et moi, les pointillistes, ça me fait chier. Pardonnez-moi, je déborde toujours un peu. Je suis désolé, pour les oreilles chastes. De Louis Hayet, dont Piquicot vous parlera, de Ludovic Piette, bon, de Gustave Caillebotte, ah bah tiens, les raboteurs de parquet, hein, de Norbert Guenotte, et de Maximilien Luce, voilà. Moi, je vous parlerai de George William Thornley aussi, qui était d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup de peintures de lui, mais enfin, c'est vraiment aussi un très très bon peintre qui navigue entre plusieurs styles, plusieurs époques. Il y a de l'impressionnisme, il y a du naturalisme et tu avais dit un troisième. Non, je me souviens pas. Enfin bon, bref, il n'a pas une facture très remarquable. Je veux dire, c'est difficile. Ça serait difficile si on savait pas que c'était lui de dire c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est de la bonne peinture, dont une que tu avais beaucoup aimée. Non, mais moi, c'était pas Thornley, hein, c'était Guenotte, dont je vais parler tout à l'heure, de Norbert Guenotte. La Thornley, tu vas en parler tout de suite. Ouais, bon, d'accord. Ouais, bon, j'ai pas le droit de marcher sur ces plates-bandes, vous remarquez, hein. C'est son territoire, j'ai pas intérêt à m'y aventurer. Attention, hein. Oui, attention, je fais attention. Vas-y. Ben oui, encore à moi? Ah il faut que je parle tout de suite. Ah oui, il faut que tu parles encore, Robert, c'est comme ça, c'était le contrat, donc... C'est very fatigant, je trouve. Vous m'excuserez, chers auditeurs, mais il y a des fois, je suis un peu flemmard. Bon, enfin, je vais vous en parler quand même. Hein. George William Thornley, le peintre voyageur, il n'est pas anglais, il est né à Thiers. Mais enfin, il doit avoir du sang anglais. Bon, on n'a pas trouvé ce qui pouvait nous faire penser à l'Angleterre. Hein. Non, son nom. Oui, mais à part son nom, on a essayé de voir, on n'a pas vu ce qu'il a rapproché. Parce qu'il y a son nom, puis son prénom aussi. Bon, alors c'était le lithographe de Monet de Pissarro. Je vous en demande. Non, je vais pas être mal, hein. Le lithographe de ces deux pépères là.
De son père, George William Thornley a hérité de 2 passions, la peinture et le goût des voyages. Tout petit, là, son sens de l'esquisse et sa capacité à reproduire sont impressionnantes. Ben oui, pour un impressionniste, c'est pour les bonnes. Alors là, je me dépasse. Là. De grands artistes comme Cicéry, vous connaissez ou Cicéry? Ion, vous connaissez Ion? Ou Sironi, vous connaissez Sironi? Le conseil et le font rapidement évoluer vers l'excellence. Bon, dis donc, pourquoi pas. À 21 piges, l'artiste expose déjà au prestigieux Salon de Paris. Il obtient même en 1880 une mention d'honneur et, un peu plus tard, une médaille. Mais les prix ne le font pas rêver. C'est bien ça, mon petit Thornley. Les prix, c'est un peu cacateux. Il préfère les beaux paysages et les voyages. Bah ça, c'est une bonne idée. Son installation à Osny lui donne l'occasion de sillonner le Vexin et de découvrir Pontoise. Je signale à nos chères auditrices auditeurs que le Vexin, c'est magnifique. Enfin, faut s'éloigner un petit peu, faut monter sur le plateau là-haut, voilà. Et vous verrez qu'il y a des endroits, c'est des peintures, ce sont des peintures impressionnistes, hein, carrément. Voilà, il n'y a pas besoin de s'acheter des peintures, vous allez vous musarder là-haut et vous êtes dans la peinture. Bon. Il y rencontre évidemment Claude Monet et Camille Pissarro, les maîtres de la peinture impressionniste avec lesquels il se lie d'amitié. À cette époque, les grands artistes cherchent à reproduire leurs œuvres. Seule la lithographie, un procédé de reproduction sur papier à l'aide d'un crayon gras et d'une pierre calcaire, permet de respecter l'œuvre initiale. Oui, c'est magnifique technique, la lithographie. Voilà, c'est de moins en moins usité, mais il y en a quand même encore. Moi, j'ai un copain, que je vois de temps en temps, qui est lithographe dans le petit bled où j'habite, Bobo, là, voilà. Et il travaille pour d'autres artistes. Enfin bon, il a du matériel pour ça. George William Thornley devient ainsi lithographe de Claude Monet et de Camille Pissarro. Voilà. Il tire jusqu'à 108 exemplaires de 25 œuvres différentes, parmi lesquelles le marché Place Notre-Dame de Pontoise, réalisé par Pissarro. Dans les collections du musée Tavet, un portrait de Sabatini tient une place à part, derrière un visage doux, barré d'un regard azuré, étonné et d'une barbe blanche taillée en pointe typique du Second Empire, se cache George William Thornley, ce peintre de talent qui était le lithographe, a vécu et est enterré à Pontoise. Voilà, ces toiles témoignent du charme pittoresque de la ville à la fin du XIXe siècle, au début du XXe. Bon. Voilà, c'est un paysagiste talentueux. Bon, on vient de l'évoquer quand même. Hein. Voilà, il transmet aussi un témoignage de son époque, comme Ludovic Piet. Voilà. Ces toiles ne sont pas figées, représentent des personnages en mouvement, ce qui est plutôt novateur. Oui, bon. Généralement, ces œuvres jouent sur la tonalité blanche ou colorée du fond, analyse Christophe Duvivier, le directeur du musée Tavet, qui conserve plusieurs œuvres de l'artiste durant sa vie. Oui, en Bretagne, en Normandie et sur les sommets pyrénéens, des Alpes et des Vosges. Bon, voilà, mais son attachement à Pontoise n'a jamais cessé jusqu'à sa mort. Voilà, à l'hôpital de Pontoise. Voilà, déjà à cette époque-là, on mourra à l'hôpital. Bon, c'est vachement gai. Depuis, il est inhumé au cimetière communal. Tiens, il faudrait qu'on y aille. Alors, le musée Pissarro possède plusieurs œuvres de George William Thornley, en particulier une aquarelle du chevet de Saint-Maclou et une huile sur toile de la place du Grand Martroi. Ouais, et moi, je me souviens plus laquelle on a vu au musée. On en a vu 2, je crois. Bah, c'est ces deux-là. C'est ces deux-là, ouais. Vous pouvez également découvrir la plus grande collection de ce peintre post-impressionniste à l'espace William Thornley au château de Grouchy-Donny. Voilà. Tu vois, Grouchy qui sait ce traître. Enfin, ce traître qui a hâté la chute de l'Empire napoléonien. Ouais. Parce que Napoléon attendait Grouchy, puis c'est Blücher qui est arrivé. L'autre, il avait trahi, salaud. Alors nous qui aimons bien justement faire revivre des peintres un peu oubliés, là on est vraiment en plein dedans parce que si on n'était pas allé au musée de Pontoise, je crois qu'on n'aurait jamais entendu parler de tous ces peintres en fait. Oui, et puis leur maître là, parce que là quand j'énonce le nom d'artistes superbement inconnus comme comment dirais-je, j'ai dit là, George William Thornley,
Oui, enfin bon, Ouais, bon. il y a toute une bande de mecs là qu'on connaît pas du tout, qui étaient ses maîtres. Et puis voilà. Et alors, si je suis sûr que si on fait une recherche, on retrouve ces peintres-là, qui auront été enseignés par d'autres, on peut remonter comme ça quand même. C'est assez intéressant. C'est plutôt la spécialité de ma camarade. D'aller chercher des infos comme ça très loin, mais en même temps on fait des belles découvertes comme celle dont on vient de vous parler, et Piquécou va continuer sur cette lancée pour vous en raconter d'autres. Ouais. En tout cas, c'est vrai que là, ça peut rester du blabla. Hein. Après, l'idéal, c'est quand même de prendre le train et d'aller à Pontoise quand même. Ah oui, tout ça Pontoise là, parce que franchement, le petit musée Tavet, c'est 5 € l'entrée, je sais plus. Le musée Tavet, oui. 5 €. Le musée Pissarro, c'est gratos. En plus, vous avez une vue sur la vallée de l'Oise assez extraordinaire. Enfin, si on oublie les immeubles, voilà, cette vallée mythique, hein, avec plus loin sur le cours au vert, quoi, où Picasso où Van Gogh est mort. Et enfin, bon, les morts, bon, c'est pas très gai, mais bon, il n'y a pas que ça. Il a créé là-bas des chefs-d'œuvre. Et puis voilà, et puis vous êtes adossé complètement au plateau du Vexin, parce que évidemment Pontoise c'est sur la hauteur, hein, c'est dans la vallée, la Marne elle est tout en bas, la Marne, l'Oise est tout en bas, et si vous poursuivez derrière Pontoise, vous êtes sur le plateau du Vexin, et là c'est vraiment un enchantement. C'est figé depuis des siècles, je suppose. Je suis sûr que tous ces gens-là ont connu ce plateau. Je pense pas qu'il ait beaucoup changé, pas partout évidemment, mais dans certains endroits. Je me souviens, j'y suis allé il y a quelques années et c'est complètement hors du temps, quoi, voilà. Bon, j'ai arrêté là mon blabla parce qu'il y a d'autres choses à faire, mais vraiment, Piquéco a raison, il faut écoutez, vous prenez le train à Gare Saint-Lazare, une demi-heure, 3/4 d'heure après, vous êtes à Pontoise, qu'est-ce que vous voulez, hein? Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
petits oiseaux. Suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau. Jean Gabin, quand on se promène au bord de l'eau qui peut être l'Oise, on va changer de la Marne quand même. Ah bah oui, oui, et puis il peut être l'Oise, qui peut être la Seine, comme l'île de Chatou, etc., voilà. Enfin maintenant, toutes ces rivières sont un peu pourries, mais bon. Même on se souvient que la Seine à Chatou, au 19e siècle, était aussi c'était un égout à ciel ouvert, hein. Faut pas oublier, la pollution ne date pas d'aujourd'hui. Bon. Et c'est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub. Je vous le demande, Émile. Racaille, qui se termine tout doucement sur l'école de Pontoise, une école qu'on a créée de toutes pièces, Piquécou et moi, voilà, et où Piquécou va vous narrer de la vie de deux artistes de Pontoise, Louis Hayet et Norbert Guenot. Ouais, alors Louis Hayet, justement, donc lui c'est un fils d'artisan et c'est un camarade d'enfance de Lucien Pissarro. C'est Lucien Pissarro, on se rappelle, c'est le fils aîné de la famille, le fils aîné de Camille. Donc Louis Hayet, lui, il est né à Pontoise. Il est né à Pontoise en 1864 et il est resté aussi longtemps dans les oubliettes de l'histoire de l'art. Et pourtant, c'était un peintre qui était quand même avant-gardiste, qui était un théoricien novateur de la couleur. Donc il y a toujours dans notre enfance un moment où la porte s'ouvre et laisse entrer l'avenir. C'est Graham Greene qui écrit ça. Et Louis Hayet a connu cet instant à l'âge de 14 ans. Donc ce Pontoisien qui est né Grande Rue. Alors la Grande Rue apparemment maintenant c'est la rue Alexandre Prachet. Il apprend à dessiner et à peindre et il découvre par hasard le traité d'aquarelle d'Armand Cassagne qui présente les principes élémentaires de l'art. Ce sera la planche de salut de ce fils d'artisan ruiné qui n'avait jusque-là, lui, connu que la misère et le désespoir. Il est autodidacte, il est avide de culture et il devient vite un chercheur passionné des couleurs qu'il maîtrise d'ailleurs très tôt grâce à la lecture de la théorie du contraste simultané du physicien Eugène Chevreul. Et dès 1883, il parcourt et il peint donc cette campagne vexinoise, que ce soit les centres de l'Ermitage ou les bords de l'Oise. Et la rencontre avec Camille Pissarro et son fils Lucien lors d'une séance du travail va être déterminante. Et les deux artistes vont l'inviter dans l'atelier de Georges Seurat pour découvrir en avant-première un après-midi à l'île de la Grande Jatte, la peinture qui en fait deviendra le manifeste du néo-impressionnisme. Et tout en gardant son autonomie, Louis Hayet contribuera à cette aventure de ce courant pictural d'avant-garde donc créé par Seurat et qui est perçu donc comme une radicalisation et un développement scientifique de l'impressionnisme. Et grâce à une conception originale de la théorie des couleurs, Louis Hayet proposera une interprétation du néo-impressionnisme qui influencera Van Gogh. Et une vibration lumineuse d'une extrême justesse va donner à ces paysages ou ces scènes de rue ou encore ces portraits un sens du mouvement unique. Donc soit ces peintures à l'huile sur carton ou ces dessins ou hachures entrecroisées, ces pastels, ces aquarelles lui permettent de se faire remarquer au Salon des Indépendants en 1889 et d'être l'un des rares Français, côté de Cézanne, de Van Gogh, de Renoir et de Pissarro, à exposer au Salon des Vins à Bruxelles en 1890. Et alors à l'époque, les grands critiques d'art vont l'encenser. Ses dessins sont publiés dans le journal La Vie moderne, mais sa personnalité plutôt ombrageuse, timide, orgueilleuse, son goût poussé pour la solitude et sa méfiance excessive à l'égard des grandes manifestations vont le condamner petit à petit à l'oubli. Après, il échoue sur 6 de ses expositions personnelles entre 1902 et 1904. Il en sort de là ruiné et en fait ça sonne le glas de sa vie d'artiste. Et dès lors, jusqu'à sa mort en Cormeilles-en-Parisis, il ne peint plus ou très peu et il subsiste en tant que décorateur de théâtre. Et au musée Pissarro, il y a un catalogue de ses œuvres qui est en vente à l'accueil là, et donc quelques-unes de ses toiles sont accrochées aussi au Cimez. Alors pour ce qui concerne Norbert Guenot, lui, on l'a découvert grâce à 2 toiles qui étaient dans ce musée. Et justement, dès l'entrée, sur la droite, il y avait un pastel. Et ce pastel m'a vraiment tapé dans l'œil, quoi. Et Norbert Guenot, lui, c'est un peintre, un graveur, c'est un illustrateur. Et son style, c'est un peu promené justement entre l'impressionnisme ou un style plus académique ou encore un style naturaliste. Alors Norbert Guenot, lui, est né à Paris. Son père va l'envoyer étudier chez un notaire.
Et à la mort de ce dernier, en fait, il persuade sa mère que ce métier n'est pas du tout fait pour lui et il rentre à l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc il travaille dans un atelier rue Bréda à Montmartre, il fréquente le restaurant du Père Latuile, avenue de Clichy, et là, il rencontre Manet, Zola, qui lui présente un ami commun qui est Marcelin Desboutins, qui est graveur et qui va l'initier à son art. Donc il rencontre aussi Degas, Renoir, Caillebotte. Il va même poser pour ce fameux tableau le bal du Moulin de la Galette, ou alors la balançoire, ou encore la tonnelle. Il fait la connaissance d'un collectionneur, Hippolyte Fortin, dont il fait 2 portraits, et avec qui il part à Londres et en Normandie. Alors Guenotte habite Paris, ou encore Honfleur, ou va aux Pays-Bas, et il arrive à vivre de sa peinture. Il adhère à la Société des peintres graveurs, mais celle-ci va peu à peu se transformer en limitant son accès aux seuls artistes français. Et là, ça fâchera Camille Pissarro, qui lui est d'origine danoise et qui du coup va se retrouver exclu. Alors Guenotte, il voyage aussi donc en France, il va à Venise, et il rencontre le docteur Gachet qui lui trouve une maladie cardiaque et donc lui conseille de s'installer à Auvers-sur-Oise. Et là, il va retrouver tous les artistes qui gravitent autour de Charles-François d'Aubigny depuis 1861. Donc il va vivre là-bas avec sa mère, l'une de ses sœurs, l'un de ses frères. Et c'est le docteur Gachet qui va même lui trouver une maison, c'est la Villa Musette. Donc c'est un graveur qui est hautement qualifié, qui maîtrise toutes les techniques, que ce soit la manière noire, la cointeinte, le vernis mou, la pointe sèche, la roulette. Et en fait, il va graver plus de 200 œuvres. Il fait aussi bien des scènes orientalistes que des paysages animés. Ce qui va faire son succès, d'ailleurs, son succès avec des scènes de vie parisienne ou alors les portraits de ses amis, comme le docteur Gachet ou Henri Guérard. Et il meurt jeune. Il meurt à 40 ans des suites d'une tuberculose. Et il est enterré près des frères Van Gogh dans le cimetière d'Auvers-sur-Oise. Alors Guenotte, lui, n'a jamais participé aux expositions impressionnistes. Alors la question est de dire que c'était un proche de Manet. Comme Manet n'y participait pas, est-ce qu'il a subi l'influence de Manet? Voilà, c'est à voir. Et dans les œuvres qu'on a pu regarder aussi un petit peu sur le net, moi il y en a 3 que j'ai particulièrement aimées. C'est le boulevard de Clichy sous la neige, apparemment une œuvre qu'il a fait connaître, qui a un style qui fait penser à Caillebotte. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il y a la soupe du matin, là c'était dans un style beaucoup plus naturaliste. Magnifique. Ouais, magnifique. Il y a tous ces gens qui attendent justement, dont une femme avec un enfant dans les bras, qui attendent de prendre la soupe dans la soupe popu. Voilà, la soupe populaire. C'est un très beau tableau. Et il y a un portrait du docteur Gachet aussi qui est au musée d'Orsay. Très bien foutu. Donc voilà ce qu'on peut dire de Guenotte. Bon, c'est dommage que nous on n'a pu en voir que 2 au musée. Ouais. Mais ça donne, je trouve que ça donne envie de connaître plus de son œuvre. Tout à fait. Alors encore une fois, bougez-vous, vos petites miches, prenez le train à la gare Saint-Lazare et hop, direction Pontoise. Voilà. Parce que trouver leurs bouquins en bibliothèque, c'est très difficile. Je pense qu'il faut, il y a que la librairie du musée qu'on peut les trouver. Les libraires sont bien fournis. D'ailleurs, sur le net, nos papiers sur ces artistes, on les a trouvés au musée de Pontoise. Voilà, ils sont assez bien outillés sur le net, quoi. On peut apprendre des choses grâce à ce qu'ils mettent sur ce média. Voilà. Ouais, on aimerait bien voir plus de représentations de tableaux. C'est vrai qu'on est un peu frustré, surtout sur Thornley, c'est difficile de voir beaucoup de ses œuvres. Tout à fait, voilà. Eh ben, écoutez, une dernière petite chansonnette, et puis après on passe aux exploits de Pambrochet. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous.
la lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite monigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Cora Vauquer, la complainte de la butte, voilà. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre un peu, qui se termine. L'école de Pontoise capoute, on passe à autre chose. Tout de suite, Piquet-Cou va vous causer dans le poste des exploits de pas manquer, voyez-vous. Voilà, alors les exploits ne pas manquer, donc on l'a compris, on le répète depuis tout à l'heure, le musée Pissarro, qui est donc 17 rue du Château. Et attention, il est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h avec une entrée libre. Voilà, et vous retrouverez probablement là-bas notre camarade Emmanuel, voilà, qui s'occupe de tout ça. Sinon, alors une exposition, donc toujours c'est à Publico, donc c'est Frédéric de Valenne qui expose à Publico jusqu'au 10 février. Non, oui, c'est ça, jusqu'au 10 février. Donc Frédéric, qu'on va aller rencontrer à Lille, on va aller l'interviewer, puis on fera une émission sur son travail. On va lui faire un 3e degré. Voilà, il y a Anne van den Linden, donc qu'on aime beaucoup, qui est venue dans notre émission. Elle qui va participer au Freak Wave à Amiens. Donc c'est les éditions du Monstre et la galerie Pop-Up, donc qui invite Freak Wave à Amiens. Donc au programme, il y a des expositions, des concerts, des performances, des projections vidéo. Et donc il y a 2 lieux d'exposition. Il y a la galerie Pop-Up du 21 janvier au 16 février et la briqueterie du 6 au 14 février 2016. Donc c'est pareil, performance, lecture, projet vidéo. Et il y a donc à la librairie Publico aussi, vendredi 22 janvier, le film de Bernard Bessa, Écoutez André Bossinger. Donc il y a un débat avec Alexandre Skirda. Donc André Bossinger, c'est quelqu'un qui est suisse et qui va être en révolte tout le temps, qui va participer à la lutte des travailleurs, qui va s'engager dans la révolution espagnole, dans la résistance française, dans la lutte des Algériens. Donc voilà, un film à aller voir à Publico, donc vendredi 22 janvier. Oui, les Suisses, il y en a quand même qui sont quand même un peu dynamiques, hein, des fois. Oui, c'est bien. Et puis les œuvres de la Fédération anarchiste, alors donc les éditions du Monde Libertaire, hein. Vous pouvez voir le catalogue, vous tapez éditions du Monde Libertaire sur votre petit écran, hein, d'ordinateur à pédale, et puis vous aurez le catalogue des éditions du Monde Libertaire. Pour l'instant, moi je me consacre à la librairie Publico, puisque nos camarades de la librairie Publico, dont notre permanent Chéri Laurent, ont besoin qu'on parle d'eux. Voilà. Alors, ils publient, évidemment, ils mettent en vente des ouvrages intéressants sur l'anarchie. Et j'en ai choisi un, Les ouvriers ne seront plus des orang-outans. Parole ouvrière de Canu,
Vous savez, les canuts de Lyon, là. Coup de navette réuni par Raphaël Perret, édition CNTRP, 204 pages, 8 €. Voilà. Vous avez tout compris? Bon, j'espère. En 1831, 3 semaines à peine avant l'insurrection des canuts à Lyon, l'Écho de la Fabrique, le premier journal ouvrier pérenne en France, est créé. Il donne la parole aux tisseurs de soie, les canuts, en cette période de revendication et de réflexion profonde sur leur métier. C'était des esclaves. Hein. Bon. Chaque semaine, en dernière page, de petites phrases satiriques épinglent les puissants, les coups de navette. J'aime bien ça. Tournées de manière à contourner la censure, riches, pleines de créativité et d'humour, elles expriment l'esprit de révolte des canuts et la conscience aiguë des enjeux de leur temps. C'est nous les canuts et nous sommes tout nus. Vous connaissez. Bon, voilà. Alors, allez, tous courez, allez au Républico et achetez ce bouquin. Je répète, le titre, les ouvriers ne seront plus des orang-outans. Parole ouvrière de Canut, coup de navette. Voilà. Alors, le Monde libertaire aussi, alors là, c'est un bon. Ils sont toujours bons, mais enfin bon. Bref, je ne vais pas tartiner. Le dossier, c'est Démocratie lacrymogène. Je trouve que le titre a été bien trouvé. Avec un édito de Paula Kay, du groupe Béthune Arras de la Fédération anarchiste. Voilà. Au rayon des petites actualités de la démocratie, les nouvelles se bousculent. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.